Moi, je ne sais pas si c'est ça qu'il appelle inframince. Ça pourrait être une interprétation qui appellerait ce mot d'inframince, c'est certain. Et c'est moi qui le dis, mais je ne sais pas si c'est. Je sais pas c'est plus dans le monde quotidien. La notion d'inframince est associée au Rudimède. Il y a ce qu'il appelle aussi la beauté d'indifférence. Oui. La beauté d'indifférence, donc qui effectivement tranche complètement avec la beauté picturale ou la beauté plastique. Parce qu'il y a chez Kant, dans la critique de la faculté de juger de Kant, il y a la beauté, je ne sais pas comment il l'appelle, il y a ce qu'il appelle la beauté vague, il y a différentes sortes. Kant appelle, mais je n'avais pas traité cette question cette question philosophique proprement dite dans les textes, mais enfin, là j'y viens. Il y avait, chez Kant, il y a une beauté adhérente. La beauté adhérente, c'est celle qui établit une esthétisation au niveau de l'objet, enfin au niveau de la représentation. La beauté adhérente, c'est quand on dit il y a un beau cheval, il y a un bel homme. La beauté, c'est ce qui répond à ce qu'on appelle dans le langage classique de l'art un canon. Bon, le canon de Polyglotte, le canon de, je ne sais pas comment ça s'appelle, il y en a de Phidias. Bon, il y a un certain nombre de types qui définissent une esthétique du corps humain, par exemple. Il y en a également, ça a été repris à la Renaissance également par Léonard de Vinci, également, il y a des canons qui définissent une beauté, que ça soit une beauté, il y a la beauté du vieillard, pour Vinci par exemple, celle des rides, celle de la laideur, puisqu'il a fait des caricatures, etc. Mais il y a quelque chose qui est un canon de beauté. Quant à la beauté adhérente, elle est adhérente, la fleur également, il y a un type, c'est un type, on a appelé ça ensuite, je ne sais pas qui c'est qui a fait l'esthétique des types. Ça se trouve au XIXe siècle, je ne sais pas qui a fait reposer l'esthétique exactement sur les types, je ne sais pas, c'est Tenis, ou je ne sais pas qui a fait ça. Mais enfin, il y a une esthétique des types qui a été beaucoup utilisée, d'ailleurs même à l'époque de Courbet, de Cézanne. Il faut qu'une peinture soit un type, qu'elle soit marquée, que le visage est un caractère. C'est la même chose que le caractère. Mais ça, c'est un petit peu différent. Il faudrait rechercher, je ne peux pas vous le dire comme ça, à brûle pour point, une esthétique des types qui se rapproche un peu de l'esthétique adhérente. Mais il y a la beauté adhérente. Mais il y a, qui c'est Zola, il utilise beaucoup cette expression également. C'est bien dans le sens du naturalisme, cette typologie. On voit également chez Géricault, où il a fait des portraits de différents types, mais alors, à ce moment-là, je pense quasiment une sorte de phrénologie, même, ou de caractéristiques relativement à des passions. Chez Géricault, il y a toute une série qu'il a faite qui est extrêmement intéressante de ce point de vue-là. Mais il y a la beauté vague. Alors ce qu'il appelle la beauté vague est beaucoup plus difficile à déterminer, d'ailleurs plus précisément le mot lui-même définit bien ce que c'est. Cette beauté vague, c'est quelque chose que lui, il applique d'une façon un peu, peut-être, restrictive, et qui ne s'étend pas à tout ce que pourrait comprendre le mot, l'expression, à des éléments qui sont plutôt décoratifs, c'est-à-dire des volutes, des rinceaux, c'est pas tout à fait géométrique, parce que les beautés
Les beautés géométriques proprement dites, les cristaux, les éléments décoratifs formés par des polyèdres, etc., ça n'entre pas exactement dans la beauté vague. La beauté vague aurait plutôt une relation avec ce que, dans un autre ordre d'idées, on appellerait la qualité du trait. Je me réfère ici à l'ouvrage très intéressant d'Hubert Danisch, qui n'en parle pas d'ailleurs, qui ne parle pas, qui ne fait pas cette référence à Kant, ni à la beauté, ni à la beauté vague, ni à cette typologie. C'est dans un ouvrage qui s'appelle Traité du trait. Que je ne vous recommande pas d'acheter parce que il est extrêmement cher. Je ne l'ai pas, moi, d'ailleurs, je l'ai consulté en bibliothèque. Il coûte 150 €, donc c'est pas à la portée de tout le monde d'aller acheter ce traité du trait, parce que c'est fait avec beaucoup de reproduction. Mais je recueille là, c'est très intéressant parce qu'il fait la différence entre, c'est une étude sur les dessins. Il y a les dessins. C'est une étude sur la ligne, très exactement. Alors, il y a les lignes qui définissent les contours des objets. Il y a les lignes géométriques, les lignes qui définissent les tracés, les contours des objets. Et puis, alors, il y a ce qu'il appelle le trait. Le trait est quelque chose de différent. Le trait est quelque chose qui est marqué à la différence du trait de la ligne, qui est essentiellement consacrée à la représentation, au dessin de la surface. Le trait, lui, a quelque chose de violent, d'agressif, de pulsionnel. C'est ce qu'il appelle, c'est une expression que je vous recommande parce qu'elle est très intéressante, bien que elle aussi appartenant à une sorte d'indéfinissable, c'est un vecteur de pulsion. Le trait est un vecteur de pulsion, alors que la ligne est le tracé d'un contour. Mais le tracé, d'ailleurs, le mot, c'est toujours ambigu aussi, parce que tracé, ça dépend plutôt dans son origine, dans son étymologie aussi d'un trait un peu. C'est pour ça qu'il a nommé son livre Traité du trait, qui reprend, là c'est une sorte de jeu de mots aussi indéfinissable, sinon un calembour sur Traité du trait. Le trait dont il donne l'exemple et dont il parle, d'ailleurs, est plus qu'un trait, c'est une agression c'est une limite, une agression contre le tableau. Ce sont ces traits, c'est-à-dire ces incisions, ces entailles, qu'un peintre aussi contemporain, qui est à la fois à la limite du contemporain et du moderne, on pourrait dire qu'il est Lucio Fontana, avait fait sur un tableau. Il prenait, je n'ai pas de... Si, c'est ça. Mettons que ça soit, attendez, Fontana. Il a fait ça, même sous la forme de performance aux États-Unis, vers, je sais pas, c'est assez ancien parce que c'est un inaugurateur un peu, il est postérieur à Duchamp, mais
il a été, en ce sens, un peu inaugurateur des happenings modernes. Il faisait devant un public, dans une toile, ou des plaques de cuivre. Il y en a qui ont été exposées aussi. Avec un couteau, il faisait une incision, et il en a fait beaucoup comme cela. Pendant tout un an, il s'est consacré à faire cela, un peu comme Niki Saint-Phal, qui est représenté en tirant à la carabine, mais ça a un autre sens. C'est parce qu'elle s'inspirait plus ou moins des drippings de Pollock. Elle tire sur des petites bouteilles de couleur pour avoir l'aléatoire. Alors elle a des jets, mais avec une autre forme. Alors ça c'est notre problème. Comme elle était, puisque je crois qu'elle est morte, elle était très révolutionnaire. Elle tirait sur toutes les personnalités politiques contemporaines. Je sais pas sur qui, enfin on voit, elle pouvait être aussi des allégories. Elle assassinait le capital, les hommes politiques, etc. Il permettait aux gens de le faire, de sorte qu'elle faisait des happenings où elle donnait une carabine et on tirait sur sa tête de turc, comme on dit. Et on faisait couler, projeter la couleur dessus. Mais là, chez Fontana, il y a une autre nature. C'est un trait qui est marqué. Mais Damis analyse le trait à partir de cela, les traits dont il parle et qu'il représente, d'ailleurs dans ce livre, qui a beaucoup d'illustrations, ne sont pas cela, les traits. Ce sont des traits qui vont depuis ce que l'on peut voir dans des œuvres de Michel-Ange jusqu'à des traits qui sont, je ne crois pas qu'il mentionne, si, de Paul Klee, il y en a également de Paul Klee. Je crois que ça va donc sur une étendue très grande, mais qui ne déborde pas ce que j'appelle l'art moderne, c'est-à-dire celui qui est tenu par les définitions de sa discipline. Tandis que le moment où un peintre prend une toile et la lacère, on pourrait dire que là il y a un geste qui est effectivement comparable à celui de Duchamp lorsqu'il prend une cuvette de cabinet et qu'il la met sur un piédestal en disant voilà une œuvre d'art. Donc il y a quelque chose qui à ce moment-là est le mouvement de rupture, mais à l'intérieur duquel je tiens quand même à soutenir cette idée, il y a à mon avis une continuité. Parce que cette rupture est en continuité avec les tracés. Alors, pour revenir à cette idée d'inframin, je mettrai là aussi quelque chose qui appartiendrait à l'inframince, mais dans lequel on pourrait installer, on pourrait loger la dimension, justement, de la pulsion, qui fait que, si on dit le trait est un vecteur de pulsion, c'est-à-dire qu'il ne la représente pas au sens propre, mais il exprime quand même le mouvement, un peu comme des flèches de clé également, qui ne sont pas des traits. Alors, au fond, on entrerait alors cette fois plutôt dans ce qu'on appelle des diagrammes, c'est-à-dire les expressions linéaires d'une force, d'un mouvement. Là, dans ce domaine, il y a une multiplicité de directions et d'ambiguïté, c'est certain. Il y a des notions qui interfèrent les unes avec les autres,
Je renverrai là, parce que ça a été étudié avec beaucoup de précision par Eric Aliès, qui a écrit et a donné des références intéressantes pour la différence entre le diagramme et le trait, la ligne, donc qui sont toutes des expressions donc écrites, linéaires, de quelque chose qui se passe sur la toile ou dans l'installation ou dans la sculpture, mais qui ne sont pas de même nature. Ça peut être je crois que chez Duchamp on peut voir des choses qui tiennent du trait à un certain moment, mais essentiellement ensuite du diagramme, puisque c'est les interprétations qu'il donne dans cette grande œuvre qui est la Marie est mise à nu, le grand verre. Là, il y a quelque chose qui est aussi, qui exprimerait fort bien ce que l'on pourrait appeler la traversée des apparences, c'est-à-dire qu'il y a des renvois, des choses qui sont totalement indécidables, qui sont inapparentes, qui sont suggérées et inapparentes, sous ce concept directeur de Marie, qui est à la fois un mythe dont on ne sait pas exactement d'où il vient, qui est une sorte de fantasme directeur, et qui est donné par des indications d'ailleurs également de lecture ou d'interprétation de l'œuvre, qui sont plutôt des données diagrammatiques, dont Duchamp lui-même dit avec beaucoup d'humour. Alors j'avais oublié cette dimension dans le contemporain, du satirique, de l'humour, de l'ironique. Il dit avec humour, et c'est intéressant de le voir écrit dans une note dans cette exposition Duchamp. Il dit il faut que ce que l'on fasse ce soit, ça se trouve également chez Fontana, Lusco Fontana, dans ce qu'il appelle concept spatial. On donne une apparence de légitimité, une apparence de rigueur, mais il souligne bien ce mot apparence. On fait des choses qui sont apparemment soutenues par des exigences formelles absolues, mais qui en définitive n'ont rigoureusement rien de géométrique, ni d'absolu, ni d'impératif, mais on en donne l'apparence. On donne une apparence d'équation ou de nécessité qui met en relation telle et telle surface, tel et tel plan dans l'œuvre, comme dans ces constructions qu'il présente, comme dans les installations, par exemple, qui peuvent être rigoureuses, mais la rigueur, il dit fort bien, cette rigueur imposée est quelque chose qui est purement illusoire, mais qui vaut justement par le fait qu'il est apparence. C'est une apparence de rigueur, mais qui est suffisante pour témoigner du caractère esthétique de cette rigueur. C'est là où s'instaurent, à mon avis, les inframinces dans cette dimension qui tient à l'esthétique, qui est considérée comme étant un sentiment esthétique fondamental, en particulier dans l'esthétique de Jean-Paul Richter, qui a fait qui a écrit une esthétique je ne sais pas vers quelle époque, 1820 peut-être. Je n'ai plus la possibilité de... Dans cette esthétique de Jean-Paul, il y a tout un passage très intéressant qui est inspiré un peu de Hegel, d'ailleurs parce qu'il y a un peu la même idée à un certain moment chez Hegel, mais à propos de l'ironie. Là, c'est pas l'ironie, c'est l'humour chez Jean-Paul.
bien que l'ironie lui soit liée, en tant que l'humour aussi ouvre ce décalage, cette distance entre le réel et l'esthétique, et fait entrer l'esthétique dans le réel. C'est Deleuze dans ces conversations, dans ces dialogues, a introduit une différence qui n'existe pas chez Jean-Paul d'ailleurs, entre l'humour et l'ironie, parce que en étant plus tranché, peut-être à mon avis, en étant un peu trop tranché, parce qu'il fait passer l'humour du côté de l'esprit anglo-américain, du côté de la diversité, du côté de la multiplicité, du différentiel, justement, tandis que l'ironie est du côté d'un sujet, d'un subjectif trop unitaire, transcendant, supérieur, qu'il attribue au romantisme, ce qui, à mon sens, à la fois vrai et juste, mais peut-être pas aussi péremptoire qu'il le présente, parce que il est certain qu'il y a, chez Kierkegaard, à qui il attribue l'ironie, il y a revendiqué par Kierkegaard, c'est parce que c'est le mot qu'il préfère, il utilise l'expression d'une ironie, c'est-à-dire d'une supériorité de la subjective, d'une vérité subjective sur les vérités objectives, mais qui n'est pas nécessairement reliée à une hauteur du sujet, à une distanciation transcendante par rapport au réel et au quotidien. Donc, à mon sens, il y a des passerelles, des passages entre une notion et une autre, mais qui sont toutes les deux des affects d'ordre esthétique et qui entrent dans l'esthétique. De Baudelaire en parle également, mais surtout avec d'ailleurs une référence, je crois, à Jean-Paul, mais surtout en l'orientant vers le rire qui deviendra ensuite un thème propre, puisque le rire a été traité par Bergson comme étant un thème indépendant, mais alors que c'est plutôt que le rire, ou le comique proprement dit, ces éléments de l'humour et de l'ironie qui sont abordés dans l'esthétique de Jean-Paul, ou romantique, ou celle de Deleuze, vraisemblablement. Plus peut-être que le rire à proprement parler. Mais, ou dans le mot d'esprit, par exemple, également, mais alors vu d'une autre façon, dans le mot d'esprit, le Witz, dans ses relations avec l'inconscient, et de Freud. Mais là, il ne s'agit pas, si l'on traite de l'art, pictural, ou de l'art plastique en général, il ne s'agit pas à proprement parler d'humour, à proprement parler, je veux dire, de mots d'esprit, encore qu'il puisse intervenir dedans. J'avais l'année dernière commencé par la présentation de James Ensor. Là aussi, chez Ensor, il y a avec les têtes de mort d'Ensor, avec toutes ces masques en particulier, il y a l'élément, l'entrée intentionnelle, d'ailleurs explicite, de l'humour, qui est à la fois une ironie. Donc il y a quelque chose qui est un peu mélangé relativement à la société contemporaine, et qui va tout à fait dans ce sens-là. Dites-moi, s'il vous plaît, quand je vous écoute sur Duchamp et l'apparence,
Est-ce que ça veut dire qu'il faut regarder le grand verre avec cette notion à l'esprit? Parce que quand j'ai vu, je suis allé à l'exposition, j'ai passé ça me fait penser un peu. J'ai pas fini la question. Dans le film Quai des Brumes, oui. Il y a Jean Gabin qui rencontre le Vigan qui joue un peintre désespéré qui va ensuite se suicider et qui laisse à Jean Gabin, qui est un déserteur, qui lui laisse ses costumes, de sorte qu'il est habillé d'abord en soldat d'avant la guerre de 40, et qui pourra s'habiller et qui sortira en civil. Et alors il est peintre, et alors Jean Gabin, qui a l'air d'être quelqu'un qui n'est pas très particulièrement cultivé, il lui laisse son matériel de peinture avant de se noyer, puisque vraisemblablement il a quitté ses vêtements, il s'est précipité dans la mer et il a disparu, et c'est comme ça que Jean Gabin hérite intentionnellement d'ailleurs, puisqu'il lui avait donné sa boîte de peinture. Mais alors il lui avait dit, Jean Gabin lui avait demandé qu'est-ce que vous peignez. Et alors il avait dit je peins les choses qui sont derrière les choses. Et alors ça l'avait très étonné Jean Gabin, qui le répète au moment où il va s'embarquer. Et si vous voyez qu'il y a des brumes, il voit un capitaine de vaisseau, il demande s'il peut partir. Le capitaine de vaisseau dit, j'aime beaucoup la peinture. Alors il dit, qu'est-ce que vous peignez? Jean Gabin répète, je peins les choses qui sont derrière les choses. Je vois un homme et je peins un noyé. Alors le capitaine de vaisseau est tout à fait sidéré de voir ça et dit oui, d'un air entendu. Mais c'est un peu ça d'ailleurs, la peinture contemporaine, c'est-à-dire, ce n'est pas faux, c'est-à-dire, elle peint un peu à travers les apparences, elle les saisit, mais elle les saisit, moi j'ai tendance à dire plutôt d'une façon allégorique, elle est très allégorique, dans le sens qui avait commencé à utiliser ce mot qui avait commencé, l'art baroque à utiliser ce mot, puisque ce qui définit l'art baroque par rapport à ce qui est l'art classique, qui manifeste immédiatement dans la forme, puisque l'art classique est consacré à une peinture de la forme, qui de toute façon est la forme idéale, et qui représente, qui rend manifeste la présence du réel ou de l'idée, puisque le réel et l'idée se confondent, c'est la même chose. Donc l'art celtaire est essentiellement, comme l'a écrit Goethe, un art symbolique. Qu'il soit symbolique au sens où on a entendu ensuite le symbolisme, qui n'est pas tout à fait la même chose que cela, ce n'est pas certain que ce symbole soit représenté par un art symbolique. Mais l'art réel, l'art du réalisme, est également un art symbolique au sens où le symbole manifeste la présence de la chose. Tandis que l'art baroque ne manifeste pas cette présence, il la suggère, il l'évoque, il la déplace. Et donc il voit, au sens propre du terme, les choses qui sont derrière les choses. C'est une façon un peu naïve d'exprimer cela, qui n'est pas tout à fait juste, mais il la traite, il faudrait dire donc, de façon allégorisante. Cet allégorisme, ce n'est pas la modernité qu'il a inventée, d'ailleurs, puisqu'il se trouve utilisé par comment pourrait-on dire, par l'école, c'est bien une école, bien qu'il y ait eu plusieurs écoles, par l'école qui se
par l'école du stoïcisme, que ce soit le stoïcisme ancien ou le stoïcisme plus récent, qui pratique une interprétation allégorique, en particulier des religions, des phénomènes naturels, donc qui ne prétend pas à une expression, à un art qui soit l'expression directe d'une réalité, ni affirme sa présence, mais qui l'évoque, qui la suggère. L'art, le retour de l'allégorisme dans l'art baroque, qui a été bien montré par Walter Benjamin dans le drame baroque, c'est justement cette présence permanente de l'allégorie sous différentes formes. Une allégorie qui est une allégorie récit dans le drame ou dans l'art sacré ou dans l'art pictural également du XVIIe et XVIIIe siècle, mais en même temps un allégorisme qui se trouve dans l'art moderne plus récent, en particulier romantique, et qui va durer d'ailleurs jusque dans l'expressionnisme, sous des formes différentes. Cézanne a commencé par des allégorismes qui sont très intéressants d'ailleurs, et ou des traitements allégoriques de peinture contemporaine, en particulier lorsqu'il a fait, je crois c'est l'Olympia de Manet, qu'il a soumis à une sorte de régime allégorisant, c'est-à-dire qui s'étend autour de l'objet, qui suggère quelque chose d'autre. Et c'est peut-être d'ailleurs par présence de l'allégorisme à l'intérieur de sa peinture, ou par tension plutôt vers une sorte d'allégorisme que Duchamp a rompu avec la peinture à un certain moment, avec l'apparence. Il a fait une sorte de traversée de l'apparence, mais qui se trouve dans beaucoup de peintres. Je ne peux pas le dire comme ça à brûle pour point, mais il y a beaucoup de peintures que l'on peut analyser dans ce sens-là, dans la mesure où cette notion du baroque, dans son allégorisme, s'est prolongée. Il y a toute une tendance à l'heure actuelle dans l'art chinois comment il s'appelle, Zen Francky, tu m'avais dit comment il s'appelait, un peintre chinois qui fait de très 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 grands tableaux, et donc il y a beaucoup d'éléments qui peuvent être traités dans ce sens-là d'un baroque allégorique. En particulier la grandeur, le gigantisme, le gigantisme des œuvres du lièvre, le lièvre de Durer, représenté dans des proportions qui sont plus grandes que ce mur, c'est effectivement aussi quelque chose qui va dans cette tendance. Même dans Niki de Saint-Phal, où vous avez les nanas, ou tout cela qui représente, d'un certain point de vue, un agrément pour l'œil, un jeu, quelque chose d'enfantin, une joie de vivre, c'est également quelque chose qui s'appuie sur des éléments qui peuvent être référés à une présence, à une reviviscence sous des formes très déformées sans doute, dans l'époque contemporaine, d'un baroque, d'un allégorisme baroque, ou d'un baroque allégorique. Oui, mais monsieur, excusez-moi, monsieur Scheller, mais vous êtes parti très loin alors que j'étais très simplement dans votre discours, parce que je vous disais que j'ai vu l'exposition Duchamp,
où j'ai pris un très très grand plaisir à promener, à regarder, à réfléchir, à saisir ce qu'il était en train de faire. Sauf que, à la fin, il y a le grand verre, et le grand verre m'a laissé froid. Le grand verre. Oui. Ah, mais attendez, laissez-moi finir la question. Je ne veux pas dire que je le Laissez-moi finir la question. Vas-y. Laissez-moi finir parce que je ne veux pas. Je veux pas que vous me fassiez toute l'histoire de la peinture, parce que justement, j'ai compris par rapport à votre discours que chez Duchamp, parler d'apparence, c'est carrément sortir de l'histoire de la peinture, c'est carrément sortir de la fabrication esthétique. Et du coup, j'ai cru comprendre qu'il fallait regarder le grand verre comme ça, c'est-à-dire, voilà mon spectateur, tu as l'apparence de l'art, mais ça n'est pas. Mais tu es heureux parce que tu as tout le cadre, tu as tout ça qui te dit que c'est de l'art. Mais ça n'est pas du tout. Et que c'est comme ça qu'il faut l'appréhender. Et c'est comme ça qu'on peut jouir du grand verre. Est-ce que je me trompe ou pas? Parce que, dernière chose, il se trouve que j'ai lu, avant d'aller voir l'exposition, un article dans Le Monde sur l'autre œuvre qui est décomposée là. Donc j'ai compris que c'était l'histoire de la mariée, ou l'histoire de la porte où on regarde. On regarde au travers de la porte et il y a la femme nue et compagnie. Et qu'en fait, l'œuvre là, c'est l'article expliquait ça très bien, que c'est en fait toutes les traces de tous les visages qui se sont approchés de la porte, qui ont regardé et qui ont laissé une trace. Et que l'œuvre réelle, elle est là. Elle est dans cette multiplicité de visages restés en tant qu'empreinte. Si, tu as raison. Voilà. Et donc, je vous posais la question comment? Le visage du regardeur. Voilà, le regardeur, j'en parle, le regardeur. Les regardeurs, les voyeurs, etc. Que c'était là l'essentiel, que c'était toute cette empreinte que laisse la chaleur d'un visage sur une paroi et qui se multiplie par le nombre de visages, etc. Et donc, quand je vous ai entendu parler d'apparence, que dans la conceptualisation du Duchamp, je me dis, tiens, c'est une porte d'entrée pour comprendre ce grand verre, parce que sincèrement, il m'a laissé d'une froideur. J'étais embêté de finir l'exposition en disant, ça ne m'intéresse pas. Oui, tu as raison. La froideur est un trait de Duchamp, la froideur. Elle est recherchée par lui. Ça a été analysé par Octavio Paz dans un livre qui s'appelle, qui est intéressant, qui s'appelle, je sais pas, il y a le mot apparence également dans ce livre, parce que, oui, tu as raison, c'est pas du tout une œuvre picturale, c'est quelque chose qui est dans l'objet et ce fantasme, non, c'est du désir qui est très surréaliste, la femme, le fantasme du désir, la mariée comme étant quelque chose qui est une entité à la fois réelle et inexistante, donc c'est quelque chose qui est essentiellement, c'est peut-être pas commandé par le freudisme absolument, mais à l'intérieur de cette inspiration, il y a très certainement cela. C'est là quelque chose qui utilise des moyens qui ne sont pas, ce n'est plus les moyens de l'apparence représentative, et c'est certain. Il y a les célibataires également qui sont j'ai aussi cette notion, sont des notions de sorte d'entités qui sont transformées en réalité et qui sont de pures idées. C'est pour ça que cette œuvre, je disais, est quelque chose qui entre dans le cadre des œuvres allégoriques, des allégorisations d'une idée, mais c'est pas du tout dans le cadre d'une représentation. Il faudrait lire d'ailleurs le livre qui est aussi difficile à comprendre dans ses intentions de Lyotard sur les transformateurs du chant, qui lui analyse surtout
à mon sens, cet essai qu'il y a chez Duchamp de rendre présente les intuitions de rendre intuitives, si l'on peut dire, les intuitions d'une géométrie non intuitive, qui est justement une géométrie qui consisterait à changer complètement les compréhensions, enfin les projections euclidiennes de l'espace, ou de l'espace, ou les représentations de l'espace euclidien. Donc, là aussi, c'est quelque chose qui ne peut pas être rendu représentatif, puisque toute représentation d'un espace est forcément à 3 dimensions, tandis que là, si l'on fait appel à un espace non euclidien, on fait appel à un espace qui va utiliser des projections d'un type tout à fait différent, qui seront des transformations. C'est un système de transformation permanente et qui n'est pas du tout dans une géométrie projective, comme la géométrie qui est issue à la fois et qui a donné naissance à la perspective. Donc comme tu le dis fort bien d'ailleurs, c'est une façon de manifester ce qui est au fond, ou de présenter ce qui est le non présentable. Lyotard, c'est la thèse de Lyotard, qui s'appliquera à tout le contemporain. D'ailleurs, c'est une présentation de ce qui n'est pas représentable, ou de ce qui n'est pas. Il s'appuie sur une expression de Kant aussi, qu'il y a que tout concept a une présentation. Mais là, il n'y a plus de présentation. Et il n'y a plus de concept au sens propre du terme, sauf dans le sens tout à fait vague d'un concept qui n'en est pas un, qui est une sorte de fantasme, la Marie et les célibataires, ce qui est une notion qui vit dans l'inconscient et dans les fantasmes essentiels des surréalistes. La femme nue, par exemple, qui est aussi un fantasme qui a été attribué par Duchamp et aussi par l'ensemble des peintres peut-être de cette période, c'est-à-dire que la peinture est essentiellement consacrée à la représentation de la femme nue, qui existe d'ailleurs c'est pour ça, dans les peintures, mais qui n'a pas pu être atteinte. Alors cette femme nue, on voit, chez Duchamp aussi, il en a fait de fort belles représentations dans une période d'1 ou 2 ans, où il a concurrencé les impressionnistes et les cubistes, puis il a rompu avec ça, et tout à coup, la mariée s'est trouvée transportée dans quelque chose qui n'a aucun rapport avec une femme nue, ni quoi que ce soit, ça a passé par le nu descendant l'escalier, qui déjà était aussi des interférences de plans, et des entrecroisements de plans disjoints qui ne correspondaient pas à des projections perspectivistes, et puis ça a passé à ça, à cette sorte de présentation qui ne peut pas être désignée d'une façon très précise. Elle réside. Le sens de cette mariée réside dans son titre, mais on ne la voit pas. C'est ça, c'est absolument certain.
Donc c'est l'installation la plus mystérieuse qui puisse exister, parce qu'il y a des installations allégoriques parfois qui sont plus compréhensibles encore, qu'une installation vaut toujours par son texte. Il y a chez Duchamp, tout au moins j'ai vu ça, il faudrait lire le livre d'Octave Lopas, qui est très intéressant de ce point de vue, qui lui adhère et entre tout à fait dans cette sorte de logique fantasmatique et de guide, d'itinéraire, en quelque sorte, d'itinéraire de lecture de cette mariée et du grand verre. Il en offre, je ne pourrais pas le refaire, mais il montre justement comment c'est quelque chose qui est un peu un itinéraire qui demande de lire les différents plans qu'il y a qui se projettent les uns sur les autres dans cette organisation, dans cette composition de Duchamp. Ce qui est curieux, c'est qu'il a continué pendant longtemps, donc c'est quelque chose à quoi il a ajouté une très grande importance et une très grande signification, mais qui, telle qu'elle est présentée, j'adhère à ta pensée, personnellement, je n'entre pas du tout dans cette mariée, je ne vois pas du tout, il faudrait lire, avoir une sorte de guide. Ils en donnent un guide. René, il y a un mode d'emploi. Il y a un mode d'emploi donné par Duchamp lui-même. Il y a un mode d'emploi pour apprécier. Pour apprécier ou ne pas apprécier d'ailleurs. Il y en a un. Non, il y en a un sur place. Il y a simplement une citation d'une lettre de Duchamp sur la mariée. Et cette lettre précise bien qu'il s'agit de neutraliser, il n'utilise pas le mot, mais rompre avec un plaisir ou une expression esthético-plastique. Donc il n'y a aucune expression esthético-plastique, donc même pas de rapport à l'art abstrait, et encore moins à quelconque plaisir rétinien. Donc neutraliser le plaisir visuel, donc neutraliser tout ce qui a un rapport avec la peinture et la plastique, il est très clair là-dessus, et ça a été rappelé, d'un côté, et de l'autre, il faudrait, ça n'a pas été fait, mais quelque part tout le monde le fait, introduire ce qu'il appelle une littérature molle. Ah, c'est ça. Une molle qui devrait être lue en présence de ce grand verre. Je me plais à dire que quelque part, tout ce qui a été commenté relève peut-être de cette littérature-là, c'est tout ce qu'on peut dire, relèverait d'une littérature molle, je ne sais pas ce que ça signifie, mais pour un peintre qui serait plus rétinien, il est toujours frappant de voir à quel point Duchamp s'inscrit, semble-t-il, dans une rupture constante avec le plaisir plastique ou plaisir rétinien, et c'est ce que pense d'ailleurs un certain nombre de spécialistes de Duchamp comme Jean Clair, parce que pour Jean Clair, il était évident qu'aux yeux de Duchamp, je ne sais pas s'il était aussi radical que ça, la peinture était morte. Donc il fallait créer un autre art, c'est encore plus simple que ça. Donc une anti-peinture. Pour Badiou par exemple, il s'est procédé à une anti-peinture aussi. C'est là où s'appliquerait l'inframince. Alors l'inframince ne peut pas exister dans la peinture, on ne peut pas en parler, elle ne peut exister que dans un monde de performance, d'art du quotidien en général, d'installation, c'est-à-dire où l'objet est présent, la citation d'objet serait présente. Effectivement, qu'est-ce qui distinguerait dans une série infinie, aussi bien imaginaire, puisqu'il s'agit de la pensée quand même, que objectale, physique, donc un élément d'un autre. Qu'est-ce qui sépare une soupe Campbell d'une autre? Qu'est-ce qui sépare un rudiment d'un autre? On arrête, on n'en fait qu'un, mais à dire vrai, celui-ci ou un autre, ça ne compte pas, puisqu'ils ont été perdus et refaits, et l'inframin, ça sera effectivement celui-ci. C'est quelque chose de singulier, ici et maintenant, pour le distinguer de tout ce qui pourrait effectivement se confondre avec. Alors l'inframin, c'est aussi, par exemple, la feuille de papier de cigarette, enfin vraiment l'écart minimal, parce que la notion d'écart, on ne l'a pas utilisée, mais est assez parlante. L'écart minimal, bon, une paire de fesses et un coussin, je crois qu'il donne l'exemple aussi, hein, effectivement, une certaine sensualité, mais une sensualité froide chez lui, une érotique froide. Et alors cette idée-là, qui est très littéraire en réalité, puisque c'est l'inframin, c'est l'écart le plus absolu, il est par rapport à la peinture. Je crois que pour moi, Duchamp reste quand même une pratique de l'anti-peinture radicale, parce qu'il le disait très nettement d'ailleurs, non seulement il voulait quitter la peinture, mais ce qu'il appelait peinture, c'était bien la peinture des cubistes. La peinture plastique, il l'a pratiquée. Mais il l'a pratiquée jusqu'à vivre une rupture cruelle. Ça a été rappelé, ça, avec ses frères, avec les cubistes de l'époque, c'est-à-dire que son nu a été exclu. Ça l'a mortifié.
Il en a été blessé. Alors c'est plus ou moins reconnu par des gens qui sont plus inconditionnels de Duchamp et qui voudraient ne pas voir cette rupture entre peinture et anti-peinture. Alors, cette exposition-là, d'ailleurs, cherche à produire une continuité. Je ne sais plus comment elle s'appelle. Cécile Deray propose au contraire de voir effectivement une continuité entre la peinture et l'anti-peinture. C'est un geste assez contemporain aussi. Et donc la mariée est présentée à la fois comme une négation de la peinture, dit-elle, et une sublimation de la peinture. C'est à la fois une négation, parce qu'il y a quand même toujours une négation, et une sublimation. Moi je crois que c'est de l'anti-peinture caractérisée, c'est-à-dire qu'il y a une ligne permanente dans l'anti-peinture, en jouant par exemple Poussel, c'est quand même une source d'inspiration littéraire, en pointant la bêtise du peintre, trop animal, trop olfactif, hein, celui qui descend dans son atelier attiré par l'huile de lin et par la térébenthine. Donc il y a peut-être pas une ligne mais une rupture. Il a été blessé effectivement par le rejet de son tableau, parce que son tableau, plus descend l'escalier, il n'a pas été rejeté parce qu'il était cubiste, mais parce qu'il était déjà trop littéraire dans sa période, parce qu'il a mis un gros titre. Mais je ne comprends qui appelait la sorte, parce qu'il a écrit quand même nul descendant l'escalier, ce qu'aucun cubiste ne fait vraiment, on met pas un titre. Donc il met un titre, et puis c'était une provocation par rapport à la censure de l'époque. On n'avait pas besoin de ça. Parce qu'on ne peut pas peindre des nus comme ça descendant l'escalier. Et donc ces deux frères ont ramené ça, ça l'a mortifié. Et donc les conséquences sont beaucoup plus importantes qu'il pouvait bien le dire. Georges Charbonnier lui a demandé mais pourquoi vous avez arrêté de peindre? C'est peut-être aussi à cause de cela, c'est-à-dire déjà une sorte de coupure. Je ne comprends pas d'ailleurs pourquoi on lui a enlevé, on lui a fait enlever. C'est ça, c'est peu compréhensible, j'ai l'impression, pour les spectateurs de cette exposition qui voient les tableaux de Duchamp. Je ne parle pas des Rédimèdes ni du Grand Air, mais des tableaux antérieurs qui me semblent justement introduire une sorte d'intelligibilité du passage de cette évolution de la peinture, de cette transformation progressive de la peinture, il y a une notion jusqu'au cubisme, et puis ensuite jusqu'à la rupture. La rupture en elle-même est effectivement quelque chose d'un autre ordre, qui est la limite. C'est intéressant du point de vue de limite, parce qu'on passe à une limite qui, tout à coup, va être franchie par un acte décisif, et qui, lui, ne peut pas être... Il évoque, tu sais, la beauté de la différence. Mais le nu descendant l'escalier appartient tout à fait à... il y a une notion capitale chez lui. C'est ça. Tandis la beauté que d'indifférence n'appartient plus du la tout beauté d'indifférence, tu la connais? La beauté d'indifférence, c'est une notion capitale. On ne devrait même pas s'intéresser plus que ça, c'est-à-dire en tant qu'artiste ou en tant qu'amateur d'art, au Ruidimède. Il faut l'apprécier dans une sorte d'indifférence. Il parle de beauté d'indifférence, y compris quelque part dans une logique sexuelle. Je trouve qu'on ne prend pas assez à la lettre. Il a quand même dit les choses très clairement. Là, mince, comme beauté d'indifférence, puisque c'est un écart tellement minime qu'on peut très bien ne pas remarquer. Il était content d'ailleurs que les premiers Ruidimèdes n'étaient pas vus comme tels, puisqu'ils ne se caractérisaient par rien de plastique. Donc la beauté d'indifférence va même jusqu'aux grands-mères. Beauté indifférence, c'est ça qu'il faut noter. Parmi les cubistes, c'est un concept du Champien, mais on n'en tient pas compte. Parmi les cubistes qui sont contemporains de ces groupes, Duchamp, Villon Duchamp, qui c'est qu'il y avait Foucault, etc. Il y avait ceux qui alors ont inventé, qui se réclament d'avoir inventé le cubisme, dont Albert Glaise, qui d'autre part part également de Duchamp comme étant un cubiste. Il ne fait pas beaucoup de différence d'ailleurs entre le cubisme et le futurisme, mais il est intéressant. Glaise, qui a écrit, c'était un des théoriciens du cubisme. Là, vous pouvez, je crois que ça prend un neige, je sais pas, non, je ne sais pas, ça prend un neige. Glaise, non? Glaise, est-ce que ça prend un neige? Et quand ça a un neige ou pas? Moi, qu'il en soit, il a écrit, lui, sur le cubisme, justement comme étant déjà une rupture justement par le fait que une peinture qui jusqu'alors, si l'on parle de la figure humaine,
ou du nu, précisément, puisque c'est le nu qui est essentiellement en question. Il y a également d'autres choses. Enfin, c'est plutôt le nu au moment de sa représentation. Donc il y a une rupture avec la beauté. La beauté a déjà été rompue. Donc il y a un moment où l'on n'a plus cherché du tout à exprimer en quoi que ce soit quelque chose comme une beauté, même une beauté à travers la laideur. Parce qu'on pourrait dire que Manet, l'Olympia de Manet, conserve tous les éléments d'un classicisme, bien que ça soit une rupture. Cézanne aussi conserve tous les éléments d'un classicisme représentatif, bien, tandis que le cubisme va dissocier tout à coup, va transformer cela en une autre forme de projection sur le plan. Il va y avoir un abandon complet de la vision du réel, proprement dit. Un nu ne va plus être quelque chose de reconnaissable. La figure elle-même ne va plus être reconnaissable. Et dans le nu descendant l'escalier, il n'y a même pas d'éléments. S'il y a peut-être, on a l'impression qu'il y a des éléments représentatifs. J'ai l'impression qu'on voit une jambe, quelque chose qui serait un dessin de jambe ou une amorce de fesse dans ce nu descendant l'escalier. Mais en fait, c'est décomposé dans une série de plans séparés, c'est ça. C'est une sorte. Il y a également un tableau chez Duchamp qui est un tableau représentant ses sœurs. Et où il a une expression qui est assez intéressante, il les a morcelés. C'est un morcellement des plans. Donc la référence n'est plus du tout l'objet, on ne peut plus parler du tout de beauté adhérente. Admettons, on ne peut plus parler de beauté, mais si l'on veut, on peut parler de beauté quand elle va être transportée sur le tableau. On peut bien dire d'un tableau cubiste, c'est un beau tableau, mais le modèle, on ne parlera plus du tout relativement à l'objet représenté. On pourra, il est découpé, on a l'impression d'objets qui sont découpés en tranches, qui se répartissent sur des plans dissociés. C'est très étrange. Cézanne se contentait de dire que la peinture, que la réalité est faite avec des cylindres, des cubes. Mais le cubisme n'est pas tellement cela, il n'est pas très bien nommé cubiste d'ailleurs. C'est plutôt une dissociation. C'est un géométrisme. Une dissociation. Oui, c'était l'exposition Braque qui le montre bien, ça. Oui, c'est un géométrisme quand même. L'appellation est étrange, cubiste, parce qu'il ne donne pas simplement des cubes. Mais c'est plutôt il y a des courbes, mais c'est plutôt des plans, c'est ça. C'est un sobriquet, de toute façon, cubiste. Mais c'est un géométrisme quand même, puisqu'on fait apparaître des arêtes. Oui. Tous les liens aux yeux justement des peintres de l'école de Puteaux qui voulaient inscrire davantage le cubisme dans l'histoire de la peinture, donc des liens avec les primitifs italiens, notamment Muchello, Piero La Francesca, où les arêtes sont très visibles aussi. Donc toute une monumentalité dans la représentation de la forme humaine. Mais je ne sais pas de Glaise, de ce qu'il était, lui, Glaise. Je ne sais pas s'il appartient à une école donnée. Il est avec... Parce que c'est l'école de Puteaux. Mais Delaunay est également agrégé au cubisme. Glaise fait partie de l'école de Puteaux. C'est cubiste. De l'école de Puteaux. Un des deux. Alors, ce qui m'a frappé, par exemple, sur France Culture, donc des spécialistes de Duchamp comme Bernard Marcadet ou Jean-Jacques Lebel, c'est en fin de compte interpréter l'éloignement que Duchamp donc, a pratiqué à l'égard de la peinture comme un éloignement à l'écart, en fin de compte, d'une sorte de pratique familiale de la peinture qui régnait à Puteaux, étant entendu qu'il y avait à cette époque-là donc deux écoles cubistes, celle qui est représentée par Braque et Picasso, qui n'exposaient pas d'ailleurs, ne pas exposer. Ils sont un peu à part. Voilà, c'était à part, mais même c'est l'école de Glaise travaille à part. Ils sont à part
Ils ont cherché... J'ai pas fini, René, j'ai pas fini. L'école Luto, qui elle-même donc, se voulait plus ouverte. En fait, elle réalisait l'exposition de tout le monde, hein, de Braque, de Picasso. Alors de Braque et Picasso, c'était dans l'atelier. Ne rencontraient spécialement les autres, alors qu'il y avait cette réunion où les gens de Marcel Allais, les deux frères, Méglès, mais aussi Delaunay, mais Vicouca, un des inventeurs de l'art abstrait, qui avait atelier aussi à Puteaux, discutaient et ne rompaient dans la nature, bien sûr. Picasso le considère aussi, vraiment inscrit dans l'art pictural. Je peux penser Duchamp aussi, il ne faut pas oublier. Est un anti-art, comme Trizard, dans la mesure où il est anticubiste, c'est-à-dire au dernier cri en matière de peinture. Oui, et le développement qui précisait dans le Pierre-Édouard Charbonnier que les plastiques, toujours, abysme, et toutes sortes d'activités, qui n'ont grand-chose à voir avec la peinture. Regarde, vous savez ce qu'était la plastique. Pour des installations, un art littéraire théâtral, Rousset, il a inspiré le feu, ou la quatrième dimension ne se donne plus à voir, peinture est euclidienne, y compris le cubisme, encore. Effectivement, pour moi, quelle qu'elle soit, peindre quelque chose qui est des caractéristiques classiques et de la peindre un audat phénologique, l'adaptation par exemple de Derrida par rapport parce que sur on a une forme encore plus complexe, hein, de l'effet de plus en étymologie grecque, puis effectivement, c'est tout à fait différentiel même à la fin de à mon avis plus compliqué des cas, qui effectivement a a priori de trait d'art. C'est plus qu'un trait différentiel qui multiple, s'inscrit graphéine, qui signifie tous à la fois. Imaginez les risques de même passe là. Que pour un peintre, il s'agit d'un dessin de Matisse, comme Matisse, on ne voit pas comme le dessin, c'est la peinture avec donc il y a même problème à la ligne du temps comme plastique. C'est le seul et c'est celui que j'ai pas. Mais il y a puis c'est Zola, il utilise beaucoup cette expression également. C'est bien dans le sens du naturalisme, cette typologie. On voit également chez Géricault, où il a fait des portraits de différents types, mais alors, à ce moment-là, font quasiment une sorte de phrénologie même, ou de caractéristiques relativement à des passions. Chez Géricault, il y a toute une série qu'il a faite qui est extrêmement intéressante de ce point de vue-là. Mais il y a la beauté vague. Alors ce qu'il appelle la beauté vague est beaucoup plus difficile à déterminer, d'ailleurs plus précisément le mot lui-même définit bien ce que c'est. Cette beauté vague, c'est quelque chose que lui, il applique d'une façon un peu, peut-être, restrictive, et qui ne s'étend pas à tout ce que pourrait comprendre le mot, l'expression, à des éléments qui sont plutôt décoratifs, c'est-à-dire des volutes, des rinceaux, c'est pas tout à fait géométrique, parce que les beautés géométriques proprement dites, les cristaux, les éléments décoratifs formés par des polyèdres, etc. Il y a les lignes qui définissent les contours des objets. Il y a les lignes géométriques, les lignes qui définissent les tracés, les contours des objets. Et puis alors il y a ce qu'il appelle le trait. Le trait est quelque chose de différent. Le trait est quelque chose qui est marqué à la différence du trait de la ligne qui est essentiellement consacrée à la représentation, au dessin de la surface. Le trait, lui, a quelque chose de violent, d'agressif, de pulsionnel. C'est ce qu'il appelle, c'est une expression que je vous recommande parce qu'elle est très intéressante, bien que elle aussi appartenant à une sorte d'indéfinissable. C'est un vecteur de pulsion. Le trait est un vecteur de pulsion, alors que la ligne est le tracé d'un contour. Mais le tracé, d'ailleurs, le mot, c'est toujours ambigu aussi, parce que tracé, ça dépend plutôt dans son origine, dans son étymologie aussi d'un trait un peu. C'est pour ça qu'il a nommé son livre Traité du trait, qui reprend, là c'est une sorte de jeu de mots aussi indéfinissable, sinon un calembour sur Traité du trait. Le trait dont il donne ça
exactement la beauté vague. La beauté vague aurait plutôt une relation avec ce que, dans un autre ordre d'idées, on appellerait la qualité du trait. Je me réfère ici à l'ouvrage très intéressant d'Hubert Danisch, qui n'en parle pas d'ailleurs, qui ne parle pas, qui ne fait pas cette référence à Kant, ni à la beauté, ni à la beauté vague, ni à cette typologie. C'est dans un ouvrage qui s'appelle Traité du trait. Que je ne vous recommande pas d'acheter parce que il est extrêmement cher. Je ne l'ai pas, moi, d'ailleurs, je l'ai consulté en bibliothèque. Il coûte 150 €, donc c'est pas à la portée de tout le monde d'aller acheter ce traité du trait, parce que c'est fait avec beaucoup de reproduction. Mais je recueille là, c'est très intéressant parce qu'il fait la différence entre, c'est une étude sur les dessins. Il y a les dessins. C'est une étude sur la ligne, très exactement. Alors, il y a définissent une esthétique du corps humain, par exemple. Il y en a également, ça a été repris à la Renaissance également par Léonard de Vinci, également. Il y a des canons qui définissent une beauté, que ça soit une beauté. Il y a la beauté du vieillard, pour Vinci par exemple, celle des rides, celle de la laideur, puisqu'il a fait des caricatures, etc. Mais il y a quelque chose qui est un canon de beauté. Quant à la beauté adhérente, la fleur également, il y a un type, c'est un type. On a appelé ça ensuite, je ne sais pas qui c'est qui a fait l'esthétique des types. Ça se trouve au XIXe siècle, je ne sais pas qui a fait reposer l'esthétique exactement sur les types, je ne sais pas, c'est Tenis, ou je ne sais pas qui a fait ça. Mais enfin, il y a une esthétique des types qui a été beaucoup utilisée, d'ailleurs, même à l'époque de Courbet, de Cézanne. Il faut qu'une peinture soit un type, qu'elle soit marquée, que le visage est un caractère. C'est la même chose que le caractère. Mais ça, c'est un petit peu différent. Il faudrait rechercher, je ne peux pas vous le dire comme ça, à brûle pour point, une esthétique des types qui se rapproche un peu de l'esthétique adhérente. Mais il y a la beauté adhérente. Moi, je ne sais pas si c'est ça qu'il appelle inframince. Ça pourrait être une interprétation qui appellerait ce mot d'inframince, c'est certain. Et c'est moi qui le dis, mais je ne sais pas si je sais pas du tout. C'est plus dans le monde quotidien. La notion d'inframince est associée au Rudimède. Il y a ce qu'il appelle aussi la beauté d'indifférence. Oui. La beauté d'indifférence, donc qui tranche complètement avec la beauté picturale ou la beauté plastique. Parce qu'il y a chez Kant, dans la critique de la faculté de Kant, il y a la beauté, je ne sais pas comment il l'appelle, il y a ce qu'il appelle la beauté vague, il y a différentes sortes. Kant appelle, mais je n'avais pas traité cette question. Cette question philosophique proprement dite dans les textes, mais enfin, là j'y viens. Il y avait, chez Kant, il y a une beauté adhérente. La beauté adhérente, c'est celle qui établit une esthétisation au niveau de l'objet, enfin au niveau de la représentation. La beauté adhérente, c'est quand on dit il y a un beau cheval, il y a un bel homme. La beauté, c'est ce qui répond à ce qu'on appelle dans le langage classique de l'art un canon. Bon, le canon
de polylette, le canon de, je ne sais pas comment ça s'appelle, il y en a de Phidias, bon, il y a un certain nombre de types qui